Et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de House of Fabric. Aujourd'hui, je ne suis malheureusement pas accompagné, comme à mon habitude, d'Alexandre Stevens qui est malade aujourd'hui, donc il n'a pas pu se rendre disponible. Mais on a quand même tenu à maintenir cet épisode un peu spécial, même très spécial, car on a, et j'ai le plaisir de recevoir deux figures emblématiques de la communauté Microsoft, qui ne sont que Tristan Malherbe et Jean-Pierre Reil, que vous avez forcément entendu quelque part ou vu quelque part sur des events ou des vidéos quand on parle de Microsoft Data en France, donc qui sont les cofondateurs ou fondateurs, je ne sais plus, mais on en reparlera, du club Power BI et du club Fabric, qui sont au même titre que Tristan et Jean-Pierre, deux communautés qui sont clairement incontournables sur la scène Microsoft France. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va plonger, si je puis dire, dans les coulisses de ce club, pourquoi ils ont été créés, les objectifs, les défis auxquels ils ont pu faire face. Et on parlera évidemment de Microsoft Fabric, c'est tout le sujet de ce podcast-là. Tristan, Jean-Pierre, bienvenue. Je crois que Jean-Pierre, tu étais le premier à t'introduire, à te présenter. La scène est à toi. Ouais, ouais, c'est peut-être le privilège de l'âge. Pour le coup, donc bonjour à tous, bonjour à la communauté House of Cards, House of Cards, oh là le lapsus, House of Fabric. Euh, Merci Enzo hein, de cette invitation. Donc moi je suis Jean-Pierre Hiel. En effet, ça fait un petit moment que je traîne dans les communautés data, donc souvent les gens me reconnaissent. Il paraît que j'ai un visage qui est facile à imprimer. Moi, je fais de la data depuis, je suis dans l'IT depuis 25 ans, je fais de la data depuis 20 ans, donc j'ai connu un peu toutes les époques et toutes les parfums. J'ai été DBA, j'ai fait des projets BI, des projets d'IA, des projets de self-service BI. Donc actuellement, j'ai une équipe. Hein, je travaille chez Selenza, je suis CTO, j'ai une équipe qui fait des projets. Et en effet, je sais qu'on va parler des communautés, mais voilà, je pilote avec d'autres parce qu'il y a plein de gens derrière ces belles communautés qui sont. Alors j'ai pas le t-shirt jaune, là j'ai le t-shirt vert aujourd'hui, le Club Fabric ou le Club Power BI, mais je laisserai Tristan en parler un petit peu. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et du coup, Tristan. Bonjour à tous et merci à toi Enzo pour l'invitation et cette belle introduction. Donc moi c'est Tristan, je suis MVP Data à Microsoft depuis 2017. J'ai créé une boîte de conseil et de formation spécialisée sur Power BI et Fabric qui s'appelle DataPulse. On est une équipe de 14 collaborateurs et moi je suis dans la data depuis 2016-2017. J'ai un passé plus métier. J'ai fait une école de commerce. Il y a encore quelques années, je faisais des recherches V et des tableaux croisés dynamiques dans Excel. Et puis peu à peu, j'ai remonté un peu la chaîne de la donnée en commençant forcément dans l'écosystème Microsoft par Power BI. Et puis maintenant, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui se passe en amont et d'où aussi mon intérêt pour Fabric. J'ai co-créé avec Jean-Pierre le club Power BI en 2017, dont j'ai le t-shirt que vous voyez là. Et plus récemment, le club Fabric début 2024. Et donc voilà, on va pouvoir parler de tout ça, j'imagine, pendant ce podcast. Yes, exactement. Donc, pour ceux qui nous écoutent seulement, je vous invite à aller voir sur YouTube la tête de Tristan et Jean-Pierre avec leurs beaux t-shirts si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir. Et oui, en effet, voilà, aujourd'hui, moi, je pense qu'il est intéressant, c'est avec Alexandre, on a créé ce podcast aussi pour mettre en avant Fabric, mettre en avant les communautés, les rendre accessibles notamment. Et c'était pour nous une évidence de vous faire intervenir au même titre que Marie et Charlie notamment et Mathieu sur ces podcasts parce que vous êtes des figures un peu emblématiques. Donc c'était plus que logique. Messieurs, moi j'ai une question très simple, hein, c'est, je vous propose peut-être de parler du club Power BI avant même du club Fabric, parce que tout part de là. La communauté France, en tout cas, a démarré au travers de ces clubs. Donc je vous propose de raconter un peu l'épopée de la création de ce club-là. Pourquoi avoir créé ces clubs, tout simplement? Il y a des réponses qui sont assez évidentes, mais c'est intéressant de refaire un peu l'historique de ce sujet. Vas-y Jean-Pierre, je te laisse démarrer puis je compléterai. Ouais, allez. Peut-être juste avant, se dire que avant le Club Power BI, puisque on est une asso derrière, hein, ça reste quand même une asso. Il y a une entité, on va dire juridique pour le coup. Donc il y a une asso et parce qu'avant il y avait d'autres communautés data, mais on a fait le choix en effet de créer un sujet. Alors la genèse d'ailleurs, c'est même 2 ans avant que je rencontre Tristan. Jordan, si tu écoutes ce podcast, tu devras te souvenir de la première genèse. On voulait faire un truc sur la self-service BI. Donc Power BI, c'était que dans Excel à l'époque. On voulait faire un truc sur la self-service BI et puis
on a eu du mal à démarrer, les choix de carrière des uns des autres, ça va, ça vient. Et puis, en effet, j'ai rencontré Tristan en 2016, je crois. Enfin, ouais, fin 2016. Et en effet, je lui dis que j'avais ce projet de Club Power BI, il y avait tout qui était prêt. Mais par contre, il manquait la bande passante pour le faire. Et puis, et comme ça, je vais te laisser finir l'histoire, Tristan. J'ai rencontré Tristan, et puis il avait fait une session à Londres, au User Group de Londres, donc l'équivalent de Club Power BI, donc le London Power BI User Group. Et puis finalement, quand il est de passage en France, on a discuté. Et puis voilà, d'un coup on avait beaucoup plus de bandes passantes, et puis on l'a lancé. Mais je te laisse continuer l'histoire et raconter les tout débuts en fait de ce Club Power BI. Ouais. Je vais démarrer un peu plus par une histoire personnelle qui va faire le lien avec ce que tu viens de décrire, Jean-Pierre. Donc moi, effectivement, j'ai découvert Power BI en 2016 un peu par hasard. Je faisais un stage en finance à Londres et je faisais beaucoup d'Excel et de VBA à l'époque et j'ai découvert par hasard sur Power BI sur une vidéo YouTube. C'était lors du Data Insight Summit, la fameuse grosse conférence où Microsoft présentait Power BI V2 en jaune avec Amir Netz qui faisait des super démos. Et donc j'ai découvert ça un peu par hasard et il se trouve que le timing était plutôt bon parce qu'à l'époque j'habitais à Londres et le London Power BI User Group venait de se lancer avec des stars. À l'époque, moi je savais pas que c'était des stars, mais j'assistais à des conférences de Marco Russo, de Chris Webb en tant que participant en fait, en tant qu'apprenant, débutant. Donc j'avais 23 ans et c'était euh, printemps 2016. Et je me suis dit, mais c'est génial, ces gens-là, ils sont forts, ils sont passionnés, ils délivrent du contenu gratuitement à la communauté, et en plus derrière, ils récupèrent des contacts pour leur boîte, parce qu'en fait, les gens viennent les voir à la fin du meet-up pour comprendre ce qu'ils font. Je me suis dit, mais c'est incroyable comme... Et donc, effectivement, je me suis proposé en local à Londres à faire des trucs sur Power BI. Bon, à l'époque, je disais un peu des conneries et j'étais loin d'être un expert, mais je me suis lancé. Et effectivement, pendant l'été 2016, j'ai commencé je m'apprêtais à rentrer en France et j'ai vu qu'il existait des communautés Club Power BI. Il y en avait une autre aussi à l'époque, Jean-Pierre, qui s'appelait Power BI User Group France, qui était séparée. Et j'ai écrit sur ces groupes en disant coucou les gars, je viens de faire une session en anglais sur Power BI, j'aimerais bien faire la même en français sur le club. Et c'est là qu'avec Jean-Pierre, on s'est rencontrés d'abord sur LinkedIn. Ensuite, on s'est rencontrés physiquement. Bon, il se trouve que, en plus, Jean-Pierre est devenu mon manager par la suite, puisqu'il m'a embauché dans sa boîte. Mais d'emblée, il y avait une séparation, hein. Le club Power BI n'a jamais été le club d'Azeo, hein, la boîte dans laquelle on était tous les deux. C'était un club communautaire. Après, le fait qu'on ait bossé ensemble, ça a forcément facilité, accéléré le démarrage, parce qu'on se voyait tous les jours et on avait l'occasion de discuter des démarrages de ce club qui, du coup, a été officialisé. Premier meet-up, enfin, première com début 2017, février. Et premier meet-up mi-avril 2017 en présentiel dans les locaux de PwC à Levallois. Voilà. Oui, donc une histoire qui dure presque depuis, j'allais dire 10 ans, mais on fêtera bientôt les 10 ans dans pas si longtemps que ça, au final. Voilà, ouais, Puis, voilà, si on arrondit. exactement, on va arrondir, on va faire un peu les Marseillais, ça fait un peu du bien. Mais et ce qui est important, je pense aussi à rappeler, c'est qu'aujourd'hui, vous faites ça bénévolement, sur votre temps personnel, sans aucune récompense monétaire ou quoi que ce soit associé. Donc c'est vraiment du transfert que vous faites pour la communauté, c'est ça qui vous anime, je pense aussi. Donc la question que j'avais posée, elle est quasiment répondue, mais objectivement, quand vous avez lancé ça, quels étaient vraiment vos objectifs, peut-être personnels, professionnels aussi. Tu vois, tu as dit quelque chose de très intéressant, Tristan, parce que de monter des communautés, de les co-construire, etc., ça vous met en avant aussi, ça met en avant la communauté, ça vous permet aussi, il ne faut pas se le cacher, de se développer professionnellement parlant. Mais voilà, je suis un preneur de votre vision au début. C'était quoi vos objectifs, clairement, purement par passion du partage Vas-y Jean-Pierre, vas-y. Ouais, ouais, moi en fait, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je suis MVP depuis 17 ans. Alors c'est marrant, on m'a fait une remarque il y a pas si longtemps que ça que c'était un très vieux MVP. Alors je sais pas forcément comment le prendre. Moi j'ai toujours été dans les écosystèmes Microsoft et je trouvais ça bien. Microsoft est quand même une boîte qui cultive l'écosystème. Mhm. Et c'est marrant parce que je revois pas ça ailleurs en fait. Je vois pas ça chez les compétiteurs, ou en tout cas pas dans la même mesure. Mais Microsoft est une boîte qui cultive l'écosystème, donc elle a toujours cultivé ce côté, les MVP, les user groups, Mhm. etc. Et donc moi, quand je suis devenu MVP, évidemment, hein, les deux critères d'être MVP, c'est l'expertise technique d'une part, mais surtout ce sens du partage.
de faire grandir un petit peu. Alors il y a de la promotion du produit bien évidemment, mais de faire grandir. Et en fait, je me suis aperçu que ça venait en complément de mon travail de consultant, de finalement aider. Et j'aime bien utiliser cette phrase-là. C'est j'ai eu un manager, Marc, si tu écoutes ce podcast, qui disait toujours, Jean-Pierre, un jour, il faudra que tu rendes à la communauté ce que tu lui as pris. Voilà. Et donc, je me suis lancé, je suis devenu MVP, et je me suis dit, bah, en effet, maintenant, une partie de mon job, c'est ce que j'apprends d'un côté, c'est de le redistribuer de l'autre, et tant qu'à faire, quitte à faire une conf ou un article de blog, bah, autant le mettre en public parce que ça va servir d'autres personnes. Et dernier point, pour parler de ça, c'est je milite aussi pour le fait de le faire en français. Et d'ailleurs, je remercie Uki parce que j'ai souvent ces discussions-là avec soit des nouveaux MVP ou des gens qui se lancent dans les communautés de dire ouais mais en anglais c'est trop génial, il y a plein de monde, etc. Ben, moi je dis donc je te dis bravo Enzo, Alexandre, mais tous ceux qui font du contenu en français parce que en fait ok, du contenu en anglais il y en a beaucoup, on a déjà tout ce qu'il faut, mais il y a des gens qui galèrent avec le contenu anglophone. Alors on peut se dire un informaticien qui parle pas anglais, eh ben oui il y en a et ils sont pas à l'aise, donc c'est pour ça que je revendique aussi le fait de Surtout en France. partager en français. Mm. Ah, je suis clairement en phase, puis comme tu dis, et puis dans tous les cas, je sais plus combien on a de personnes qui parlent français dans le monde, mais c'est assez énorme quand même, c'est assez énorme, faut se le dire. Ouais. Puis nous, en France, on a les Flamands juste à côté qui parlent français, on a les Luxembourgeois qui parlent français aussi, on a la Suisse qui parle français, on a les Canadiens, les Québécois, je pense à Benjamin notamment qui fait beaucoup de contenu en français, à qui ça parle aussi, toutes les personnes d'outre-mer. Donc en soi, c'est pas comme si on parlait une langue qui était parlée par 1 million de personnes dans le monde, donc bon. Ouais. Je Et pense que. l'Afrique du Ah, Nord, hein. oui, Nous aussi, dans les stats de l'assaut, aussi, on voit voilà. très bien qu'il y a une forte emprise et c'est bien parce que ça aide finalement au développement global des produits et des technologies, une Clairement. bonne uniformisation des D'ailleurs, choses. Jean-Pierre, je sais pas si tu te souviens, mais il y a une époque où quand on avait du temps, tous les deux, on s'était amusé à faire un petit rapport. Il me semble qu'on avait fait un rapport Power BI où on comptait nos membres par pays parce que dans Meetup, ils peuvent et effectivement, on voyait bien que la grande majeure partie de notre communauté était en France, mais qu'on était écouté et suivi depuis plein de pays francophones. Et d'ailleurs, on s'est posé des questions aussi sur le wording quand on a lancé le club Power BI, donc les descriptifs. Toi, tu connais très bien ça, Enzo, les descriptifs qu'on met Mhm. dans YouTube, etc. Oui. Est-ce qu'on se présentait en tant que user group français ou user group francophone? Eh Il y a oui. eu parfois des petits... parce qu'il faut bien revoir, hein, 2017, Power BI, c'était un peu le début. Enfin, disons, ça commençait à prendre, mais il n'y avait pas beaucoup de contenu. Et en termes de communauté, en France, c'était embryonnaire. Donc, on était vraiment sur une page blanche, en fait. Hein, Mhm. Oui, vraiment aux voilà. prémices. Bah, en plus, je présume que maintenant, on doit avoir des équivalents du club Power BI sûrement. Alors, en Belgique, je sais que vous travaillez avec eux, donc c'est rattaché. Mais peut-être en Suisse, au Luxembourg, peut-être au Canada aussi, où c'est des personnes francophones. Donc, je sais pas comment c'est géré, mais de mémoire, je crois qu'on a. C'est rattaché, en fait, c'est réorganisé par pays, je crois, non? Ouais, Comme pour alors, Microsoft. en fait, il y a. Donc, nous, on a une spécificité française. Hein, les Français, on aime bien être un peu différents des autres. Hmm. Globalement, il y a les Power BI User Group officiels, dont le club Power BI fait partie, qui sont rattachés à la communauté. Il y a eu une plage de 3 4 années où c'était piloté par une boîte Dynamic Communities, mais qui a coulé pendant le Covid. C'était une boîte d'événementiel aux US. Je referme la parenthèse. Donc, chaque pays a au moins, enfin quasiment tous les pays du monde, ont au moins un user group Power BI. Et en général, dans les pays où c'est assez répandu, les US, le UK, l'Australie, il y a carrément un user group par ville. D'accord, Nous, ok. en France, on a cette spécificité, hein, on aime bien tout centraliser en France, hein, on le voit dans pas mal de sujets, surtout en ce moment. Euh, on a fait le choix avec Jean-Pierre d'essayer de fédérer la communauté dans son ensemble, et donc on a un peu cette spécificité où jusqu'à il y a encore 1 ou 2 ans, il y avait un seul user group français Power BI qui couvrait un peu tout l'espace. Bon, Mhm. depuis, ça a changé, il y a Grenoble, il y a d'autres contenus, et tant mieux, mais c'est vrai qu'on a commencé comme ça en fédérant. D'accord. Mais Ouais. parce qu'il y avait l'assaut derrière, hein. Il y avait donc le Oui, GUS. oui. D'ailleurs, là, je nos personne connaît ça, mais le groupe utilisateur SQL Server à l'époque, qui faisait donc en fait, on avait une page blanche sur Power BI, mais on avait cet ADN quand même très francophone qui était là à la base. Voilà. Et d'ailleurs, ça date. C'est 2005 la création du GUS. Hein. Moi, je suis arrivé vers 2011-2012. Donc, on est vraiment sur une ancienne communauté avec des bases solides.
Ok, super intéressant. Et justement, ça a pas fait partie de vos, alors pas vos problématiques, mais des difficultés justement de fédérer la France entière sous un seul et unique drapeau presque, parce que je pense que c'est pas évident de piloter tout le monde. Moi, je me souviens, je vous ai connu le club Power BI, je crois en 2018, vous avez fait c'était un meet-up, je crois que c'était chez Cdiscount ou à Bordeaux, je sais plus exactement, mais je vous ai découvert comme ça, je me souviens. Et à l'époque, il y avait voilà, toutes les villes de France, avec toutes les personnes qui les pilotaient, etc. Je sais que ça a évolué un peu depuis, mais est-ce que ça n'a pas fait partie un peu de vos difficultés pour fédérer tout le monde, justement? Il y a je me permets de répondre à Tristan, tu compléteras. En fait, tout le monde connaît l'adage, si tu veux aller vite, vas-y seul. Hmm. Mais ensemble, on fait plus de choses. Et ça a toujours été un petit peu l'adage, un petit peu de ça. D'ailleurs, on pourra parler un petit peu de la saison 9 là, du Club Power BI où c'est un petit peu le leitmotiv. Donc, c'est compliqué parce qu'en effet, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de regrouper les énergies individuelles et d'essayer de les fédérer comme l'a dit Tristan. Néanmoins, quand je regarde les villes comme ça a popé, la première c'est Guillaume Godefroy à Lille qui est venu nous voir en disant ah les gars c'est trop bien mais bon j'en ai marre de prendre le train pour aller à Paris vous voir une fois par mois. Non je plaisante, c'est pas tout à fait ça l'histoire mais il nous a proposé et en fait ça a popé très rapidement, peut-être même trop rapidement parce que je prends l'exemple de Grenoble, ils sont venus nous voir pour rajouter une ville et en fait nous on a été trop long, donc on leur a dit, bah, écoutez, démarrez, faites un user group, vous n'avez pas besoin de notre aval pour faire ça. Parce qu'en effet, les difficultés ne sont pas arrivées au début, mais elles sont arrivées en fait, parce que voilà, hein, tu centralises, tu prends une certaine forme d'inertie, et donc après c'était compliqué. Mais au tout début, honnêtement, on venait nous voir, ok, on lance une ville, on avait peut-être plus de temps, je sais pas si c'est les éléments, mais moi je trouve que ça a été plutôt simple d'étendre aux différentes villes, parce qu'il y avait un vrai engouement. T'as la même version de l'histoire, c'est ça? Oui, oui, alors tu as dit un truc intéressant, tu as dit ils sont venus nous voir. En fait, c'est ça aussi qu'il faut savoir, hein. Peut-être que peu de gens le savent en fait, hein. À la base, le club Power BI, c'était quelque chose qui était à Paris, puisque Jean-Pierre et moi, on travaillait à Paris et on produisait du contenu en présentiel, hein. Je rappelle que c'était pré-Covid, hein, 2017, hein, on était même 3 ans avant le Covid, hein, donc c'était vraiment du présentiel. Par contre, on a été précurseur, parce que dès le début, dès le premier meet-up, on avait une chaîne YouTube et on a commencé à publier les replays sur YouTube, ou même faire des lives parfois. Bref, mais en tout cas, ça s'est lancé comme ça. Et en fait, c'est pas forcément nous qui avons eu cette volonté de fédérer, c'est les gens qui sont venus vers nous en fait. Lille, Aix-en-Provence, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, ce sont des leaders locaux, des experts Microsoft, des leaders de communautés qui étaient dans leur ville, qui sont venus nous voir en nous disant, on adore ce que vous faites au Club Power BI, et quelque part, ça nous rassure de nous lancer en local sous l'étiquette Club Power BI. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait en fait. Donc, j'allais presque dire ça a été subi. Si je dis ça, ça peut donner un air négatif. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était pas une stratégie délibérée du club au démarrage. Ça s'est fait un peu naturellement. On a accompagné les villes à leur création. Après, on leur a laissé pas mal d'autonomie. Et c'est vrai que au fur et à mesure des années, on a créé quelque chose d'assez gros avec plein de villes, plein d'organisateurs. Et plus on est susceptible d'avoir parfois des désaccords sur la ligne éditoriale ou sur certaines choses, mais globalement, je pense pas que ça se soit trop ressenti sur l'ensemble des saisons. Et au moins, ça a permis aussi de donner un point d'entrée unique à la communauté Power BI à travers la chaîne YouTube pendant des années. Bon, depuis, le contenu s'est diversifié, mais je pense qu'on a eu ce mérite-là sur les premières années. Oui, même Alors, vos formats je aussi sont précise, diversifiés aussi, hein. je précise juste Marseille, hein, Tristan, pas Aix-en-Provence, hein, sinon Joël il va pas être Pardon, content. Marseille. pardon. Donc, il y a une place à Aix-en-Provence, ça veut dire, potentiellement. Ah, mais super intéressant. Et de ce constat-là, justement, qui est de partager, et j'ai beaucoup aimé ta phrase, Jean-Pierre, tu vas devoir rendre à la communauté ce qu'elle t'a appris. C'est très intéressant. Et moi, c'est ce qui m'anime au quotidien aussi. Je sais que j'en suis où je suis personnellement et professionnellement grâce à des gens qui m'ont beaucoup aidé, grâce à des mentors, grâce à mon maître d'apprentissage qui, en 2011, m'a permis de comprendre tout ce qu'était le monde de l'informatique. Et je présume que toute l'âme que vous avez mis dans le club Fabrique aujourd'hui, pardon, Power BI justement, se retranscrit dans le club Fabrique et sur la ligne édito et sur la philosophie. Est-ce qu'il y a des choses qui changent fondamentalement côté club Fabrique et pourquoi,
ne pas avoir fait évoluer le club Power BI vers un club Fabric et pourquoi avoir scindé les deux, surtout. Moi, c'est vraiment la question que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est évident que vous avez fait un club Fabric parce que vous avez adoré faire ça côté Power BI, mais pourquoi ne pas avoir fait un seul et unique club, typiquement? Tu veux le off ou le... Les Non, non, je deux. plaisante. Non, on n'était pas d'accord sur les couleurs de t-shirt, en fait. Non, non, plus simplement. Tu veux peut-être répondre en premier, Tristan, Non, ou vas-y, je compléterai, vas-y. non, en fait, ça a été, ça fait l'objet de débat parce que évidemment, avec des MVP, enfin, on voyait le truc arriver, donc ça fait un débat et on s'est vraiment posé la question de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que Microsoft poussait pour dire non, mais renommer tous les jaunes et passer-les en vert. Et en fait, ce qu'on était tous sûrs, donc à l'époque, les 15 orgas du club Power BI, c'est qu'en fait, on voyait les utilisateurs du produit Power BI qui étaient perdus. Mhm. Avec ce tout passe en vert, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Microsoft essaie de me vendre des trucs, etc. Et on s'est dit, on va encore plus brouiller le message si nous, on leur explique qu'on change. Donc on a dit, ce qui est sûr, c'est que Club Power BI reste le Club Power BI et ne se focalise que sur Club Power BI. Pourquoi? Parce qu'il y a une audience particulière, hein. Je pense qu'Alexandre serait là, il pourrait en témoigner, qui d'ailleurs est une audience très souvent qui n'est pas informaticienne à la base. Donc on voulait Mhm. garder Club Power BI et on s'est tâtonné un petit peu comment démarrer Club Fabric. On voulait aussi revenir à un petit peu ce qu'on avait démarré, un truc très tech, un peu, où on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc on a eu un peu de mal à trouver la ligne éditoriale du Club Fabric. Et puis on s'est dit, il faut quand même le lancer, ça. Et puis bah, finalement, on est parti exactement comme on a démarré du Club Power BI. Donc globalement, c'est à peu près la même éditoriale. C'est partager, expliquer, essayer de ne pas faire de langue de bois. Je sais que tu es aussi sur cette ligne-là, Enzo, d'avoir vraiment ce discours de vérité sur ce qu'est le produit, ce qu'il fait, et d'avoir ce côté partage. Oui, d'avoir un esprit critique sur le produit, en Oui, fait, hein, sur tout ça. Yes. Pas grand-chose à ajouter. Jean-Pierre a à peu près tout dit. On s'est vraiment mis du point de vue de l'utilisateur et de la communauté. Et à chaque fois, on se pose cette question-là, qu'est-ce qui peut le plus rendre service à la communauté? Et il y avait un risque de brouiller les messages. La principale différence quand même, hein, entre le lancement du club Power BI et Club Fabric, c'est que je veux pas faire comme Kylian Mbappé qui dit le foot a changé, mais le monde de la data et le monde a changé. Il y a eu le Covid, il y a eu l'hybride, le distanciel. Pour l'instant, attends, Jean-Pierre, j'ai un doute. Est-ce qu'on a fait un meet-up du Club Fabrique en présentiel pour l'instant? Non? bah juste le kick-off de la saison 9 Ah oui, qui était ouais, hybride avec le qui Club était Power BI. hybride. Mais un meet-up pur Club Fabrique, pour l'instant, on n'a pas fait de présentiel. Non, on a tenté Euh, un afterwork cet été. D'ailleurs, ouais. c'est des trucs qu'on aimerait relancer, les afterwork, mais non, non, t'as raison. On a fait que Donc de ouais, donc l'online. juste pour finir là-dessus, pour l'instant le Club Fabrique c'est du contenu purement en ligne, hein, avec une chaîne YouTube, etc. Alors que le Club Power BI c'est lancé par du présentiel Mhm. parisien puis en province. Voilà. Et justement, tu relèves un point très important, c'est que tu dis que le monde de la data, il a changé. Et d'ailleurs, il a changé, mais pas tant que ça. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ton post, Jean-Pierre. Tu étais à un salon où il y avait Databricks, je crois, ou Databricks, et qui Oui, avait inventé encore un nouveau nom pour parler de ce qu'on connaît depuis toujours, donc l'extraction brute des données, le stockage, la transfo, avec un nouveau nom, encore une fois. Donc, il change, mais pas tant que ça, je trouve, parfois. Mais ce qui change aussi, c'est peut-être les modes de consommation des contenus. Et je sais qu'on a beaucoup discuté tous les trois avec Alexandre aussi, hein, mais c'est quoi justement, vous, comment vous arrivez à vous mettre à niveau sur bah, justement cette nouvelle manière-là de consommer les contenus? Parfois, moi, on me dit souvent, oui, mais ce que tu fais, Enzo, des podcasts, c'est bien, mais c'est trop long. Les gens, ils ont l'habitude d'aller sur TikTok, de consommer des contenus en 5-10 secondes. Alors moi, je ne suis pas tant convaincu que ça, surtout par rapport au message qu'on veut faire passer. Mais vous, aujourd'hui, comment vous arrivez justement à vous adapter à ces à ces nouveaux modes de consommation, justement? Vas-y Jean-Pierre. ouais. Alors, bah, tiens, je renvoie, vous irez voir en replay les derniers meet-up du Club Power BI parce qu'on a fait ce travail de quel profil d'apprenant tu es. Donc plutôt chouette, dauphin, castor ou lynx. Et en fait, parce qu'on s'est aperçu, donc tu vois, on a fait ce travail-là au Club Power BI avec une petite équipe. Là, c'est Mathieu qui pilotait ça, mais il y avait évidemment plein de gens qui ont travaillé sur finalement, il y a tellement de contenu, comme tu l'as dit.
est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Et en fait, on s'aperçoit que c'est une histoire de profil d'apprenant. Mhm. Moi, typiquement, je suis Chouette. Et ben, Chouette, c'est simple, c'est plutôt. Alors, on aurait pu mettre rat de bibliothèque, hein, mais c'est plutôt bibliothèque, les livres, des choses, des contenus un peu posés, etc., très structurants. Et en effet, tu parles de TikTok. Ben, en effet, on va avoir justement euh, le lynx très visuel, ou alors le dauphin très communicant et réseaux sociaux. Donc en effet, c'est compliqué. Donc déjà, je fais un peu de promo pour le dernier dossier du club Power BI qui est le profil d'apprenant. Après, sinon, à titre perso, si je devais partager les éléments, euh, j'ai envie de dire, regardez le contenu qui vous va bien. L'important, c'est de se dire, je suis en fait une certaine qualité ou un certain discours. Alors faire attention au biais, parce que des fois, à suivre toujours la même personne, ben, on peut avoir un biais. Donc moi, j'aime bien dire qu'en fait, il faut plutôt suivre des gens qui font du contenu qui est très bien. Mais il faut le contrebalancer, il faut pas oublier le côté, parce qu'en fait, le problème, c'est que plus le contenu devient court, plus finalement on oublie ou il manque un morceau de contenu. Mhm. Donc ne pas oublier que j'ai là sous le micro, en fait, les bouquins, les choses, enfin, il y a des choses qui sont très très structurantes, qui sont importantes et qui pour moi viennent compléter. Donc, faut faire attention. Faites ce qui vous plaît, mais suivez les gens, contenu, podcast vidéo, peu importe. Mais n'oubliez pas, il y a un peu de basique quand même, hein. Tout n'est pas que éphémère et en image. Donc voilà, c'est ma façon à moi d'apprendre, en tout cas. Super intéressant. Ouais. Et de mon côté, pour te donner mon point de vue là-dessus, Enzo, bon, moi, j'ai moins d'expérience à la fois professionnelle et communautaire que Jean-Pierre, donc j'ai un peu moins de recul. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un éclatement, mais quand je dis ça, c'est pas dans le sens négatif du terme, mais en tout cas, une dispersion, une multiplicité de contenus aujourd'hui, que ce soit dans les interlocuteurs, dans les formats. Donc là, on est sur un mode podcast, il y a des shorts YouTube, il y a des gens qui font des vidéos de 2 heures sur comment on fait des notebooks. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme en fait Power BI, Fabric, et quelque part, c'est le marché et c'est la communauté qui va montrer à travers les vues, à travers les réactions, à travers l'audience, ce qui marche le mieux. Par rapport à avant, c'est vrai qu'il y a peut-être moins cette centralisation sur quelques communautés et c'est plus dispersé entre des groupes, des personnes. Toi, t'en fais partie. Je te considère comme un influenceur LinkedIn dans la communauté Power BI Fabric et tu es suivi pour ton contenu mais aussi pour ta personne. Alors que le club Power BI ou le club Fabric sont peut-être un peu plus dépersonnifiés, tu vois. Et Mhm. je mets pas de jugement de valeur là-dessus, Bien c'est sûr. juste deux façons différentes de proposer du contenu et de proposer des choses. Voilà, après, la question que tu poses, elle est très pertinente et on se la pose encore aujourd'hui au club Power BI et au club Fabric en fait, hein. Mhm. C'est-à-dire, c'est un questionnement perpétuel. C'est comment on propose du contenu intéressant, comment on fait aussi pour ne pas répéter des choses qui ont déjà été dites par d'autres communautés ou être complémentaires. Et c'est d'autant plus un challenge aujourd'hui avec cette explosion de contenu, ouais. Mm. Complètement. Et est-ce qu'il y a pas aussi un rôle à jouer de la part de Microsoft pour un peu aussi, tu vois, guider les communautés sur ce qui marche ou ce qui marche pas, ou alors c'est complètement décorrélé? Parce que bon, moi, j'ai pas encore trop de relations avec Microsoft sur la partie communautaire, justement. J'en ai eu un peu au travers de vous et au travers de différents événements. Mais est-ce qu'il y a un peu cet accompagnement-là de Microsoft sur des conseils, des bonnes pratiques, ou pas du tout, vous avez carte blanche? Là, tu soulèves un gros sujet là, hein. Mais vas-y, Jean-Pierre. On a le droit de dire du mal ou Je pourrais biper s'il faut au montage. Non, non, mais plus sérieusement, en fait, Microsoft a une position ambiguë là-dessus, mais que je leur reproche pas. Parce qu'en fait, en tant que boîte, s'ils influencent trop la communauté perd l'essence même qui en fait qu'on est, entre guillemets, un contre-pouvoir ou des éléments qui vont influencer ou même des fois critiquer quand il faut. Donc Microsoft essaie de pas trop mettre ses mains dedans. Mais mine de rien, ils essayent quand même de driver ça. Typiquement, le programme MVP, c'est une façon d'encadrer un petit peu ça, même si on nous dit, il y a souvent cette illusion, non, non, on nous dit pas ce qu'on doit dire, hein, en tant qu'MVP. On a notre liberté de parole, mais néanmoins, on est quand même dans un cadre où, bon, on n'est pas là non plus pour cracher dans la soupe tous les matins. Donc Microsoft a cette position ambiguë. Mais globalement, si tu prends Microsoft, tout à l'heure je disais c'est une boîte d'écosystème qui crée tout ça. Enfin, les communautés, que ce soit les MVP ou les user groups, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des partenaires.
Mhm. Donc finalement, aujourd'hui, Microsoft a plus un travail de faire vivre son écosystème partenaire, business, et là on parle bien de business, que les communautés. Mais mine de rien, même si on n'est qu'une goutte d'eau dans tout ça, moi j'ai toujours trouvé que Microsoft arrive à nous aider d'une façon ou d'une autre. Évidemment, nous on en attendrait plus, et des fois des choses qui leur coûtent pas d'argent, hein, Mhm. je sais pas, relayer un tweet par exemple, enfin, ou un message LinkedIn. Mhm. Mais voilà, moi je peux comprendre que ça les met dans une position difficile. Bah oui, si je me mets à relayer Jean-Pierre Riel, et pourquoi pas Enzo Rido, et pourquoi pas Tristan Malher, et pourquoi pas Marie Aubert, etc. Hein, vous voyez, c'est Mhm. compliqué. Donc il y a toujours un peu un jeu du chat et de la souris. Donc moi j'ai pour habitude, quand chez Microsoft il y a quelqu'un qui veut aider, ben, en fait il faut tout faire pour travailler avec lui. Je sais qu'il y a un petit message à Christopher Maneux qui justement essaye, c'est un ancien MVP, donc il essaye, pour Fabrique en tout cas, de faire en sorte que les communautés vivent, grandissent, qu'on ait les informations, essayer de nous pousser. Maintenant, il le fait avec les règles du jeu, et les règles du jeu, des fois chez Microsoft, elles sont assez ambiguës. Mhm. Oui, effectivement. Je dirais que le, on a une indépendance volontaire et stratégique, et dans les deux sens. C'est-à-dire que ni le club Power BI ni le club Fabric n'ont souhaité au démarrage se rapprocher de Microsoft, que ce Mhm. soit pour des enjeux financiers, logistiques. D'ailleurs, on peut peut-être le repréciser, hein, Microsoft ne finance pas nos clubs, on perçoit aucun argent ni à titre communautaire ni à titre de MVP. Euh, mais effectivement, on a des liens. On a des liens sur certains sujets. Par exemple, Jean-Pierre et moi, on connaît quand même pas mal de gens chez Microsoft France ou même dans l'équipe produit. Donc, par exemple, quand on veut appuyer sur un contenu ou attirer un speaker Microsoft de renom, bah, on n'hésite pas à le faire. Donc ça va être plus être sur le contenu que sur la logistique, le financement, etc. Et la principale raison à ça, si on se place de notre point de vue, c'est pour garder une certaine liberté, une certaine autonomie, de pouvoir dire ce qu'on pense. On va pas se cacher, hein, dans 90% des sujets, on est plutôt élogieux sur les technos Microsoft, mais pas parce que Microsoft nous le dicte, mais parce que c'est ce qu'on pense, tout simplement. Et puis quand il y a des choses qui vont pas, bah vu qu'on est autonome et qu'on est indépendant, on a la liberté de le dire. Et du coup, ça donne encore plus de valeur aux choses positives qu'on dit à côté aussi, en fait. Euh, Ouais, non, je suis carrément d'accord avec ça aussi, de garder cette liberté d'expression, même si, comme tu l'as justement dit Jean-Pierre, on ne peut pas non plus tous les jours cracher dans la soupe ou faire des reproches ou quoi que ce soit. Mais c'est pour nous une vraie force, et je pense aussi pour Microsoft, je pense qu'ils s'en rendent compte, hein. Mais moi, je le vois depuis que je m'implique vraiment dans la communauté, ou du moins que je fais du contenu. Les messages passent beaucoup mieux quand c'est des personnes comme vous et moi qui passons un message, faisons un live, que lorsque c'est Microsoft en direct. Parce qu'on n'a pas cette casquette-là de vendeur où on veut absolument vendre de la licence ou du compute ou je ne sais quoi. Et je pense que c'est une vraie force pour Microsoft. Et comme vous le dites, après, ils encadrent ça aussi dans des programmes type MVP. Mais je pense que c'est tant mieux qu'il n'y ait peut-être pas tant d'implications que ça de leur part pour qu'on puisse garder vraiment cette liberté-là et ne pas être redevable non plus sur ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut penser, typiquement. Donc je suis vraiment en phase avec vous. Et justement, moi j'ai une question et Et après, attends, ouais, Enzo, vas-y excuse-moi, Tristan. je te coupe. Il y a peut-être un dernier point qu'on a oublié de dire, c'est là on raisonne pas mal à l'échelle du club Power BI et de la France. À l'échelle internationale, Microsoft quand même organise des événements Oui. communautaires, Oui. mais où là où ils sont vraiment impliqués. Donc il y a la Fabric Community Conference où là, bah, c'est clairement financé par Microsoft, la logistique, etc. C'est Microsoft qui est derrière. L'essentiel des speakers, c'est du Microsoft. Donc les clients, la communauté peut aller sur ce type d'événement que je qualifierais peut-être d'un peu plus corporate, et c'est contrebalancé par des événements purement communautaires, le Data Mines par exemple en Belgique, ou le SQL Beats au UK. Bon, nous à l'époque en France on avait le Power Saturday, on a le Power Platform French Summit. C'est contrebalancé par des événements qui sont drivés par la communauté, mais cette communauté-là ne s'interdit pas d'aller chercher des speakers Microsoft. Voilà, donc tu vois, faut bien regarder le truc dans son ensemble. Ouais, je voulais Mm, juste mm. repréciser ça. Ah oui, t'as bien fait de le préciser parce que c'est important aussi. Et d'ailleurs, vous y étiez à Stockholm? Je crois pas, non? J'étais le. Enfin, moi Non, j'y étais en tout cas, mais moi, ok. Vous non. n'étiez pas, on Moi, s'est j'ai pas pas été croisés. retenu en tant que speaker, et bon, malheureusement, j'ai eu un souci dans ma vie perso qui a fait que je pouvais pas y aller d'un point de vue logistique. Forcément. Mais Mm, mm. voilà. Complètement.
Et moi, j'ai une question, parce qu'après, on touche petit à petit à la fin du podcast, et je vous poserai la question que je pose à tous les invités, à savoir quelle est votre vision de fabrique. Donc, je vous l'utilise un peu, au moins vous pouvez commencer à y réfléchir. Mais comment vous voyez Attends, t'as le... combien de temps, Enzo, là? Parce que Jean-Pierre, il est parti pour 2 heures, là, hein. C'est pas grave, t'inquiète pas, on peut faire, on se laisse généralement 45 minutes, donc quand on est plusieurs invités. Mais moi, j'avais une vision un peu sur une question pardon, sur la vision du futur des clubs. Comment est-ce que vous voyez les clubs dans les prochaines années, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous souhaitez aussi? Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? Est-ce que vous pouvez nous teaser un peu des choses? C'est quoi un peu le futur de vos clubs? Tu veux démarrer, Tristan? Alors, ben, le club Power BI, on est en train de tester des nouveaux formats. Je pense qu'il continue sa vie. Je pense pas qu'on a vocation à réunir les deux clubs. Et la discussion qu'on a eue au démarrage sur la séparation, pour moi, elle est toujours d'actualité et elle fait sens. Et sur le club Fabrique, ben, on est en démarrage. On te cache pas qu'on aimerait bien avoir des chiffres un peu plus hauts en termes d'audience, en termes de vues, en termes d'interaction. On sent que ça décolle moins vite que sur Power BI, mais en même temps, le public est peut-être un peu plus niche et le 100% remote joue aussi, je pense. Donc, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est qu'on fasse plus de com, peut-être aussi qu'on renforce un peu plus l'équipe d'organisation pour aller plus vite et pour avoir plus de bras, tout simplement, parce que ça Mhm. reste du communautaire. En tout cas, nous, on est motivés pour continuer à proposer du contenu intéressant, libre, avec de la démo, des retours d'expérience. Parfois, on fait venir Microsoft quand le sujet est intéressant. Voilà, on n'a pas une vision à 5 ans, on n'a pas un business plan. Ça reste un truc communautaire, associatif, où le spontané et l'opportunisme dominent. Voilà. Mhm. Ok. Et toi, Jean-Pierre? Ben, je suis parfaitement aligné avec ce que dit Tristan. Tous les ans, moi j'aime bien, je parle un peu de bail, c'est-à-dire que, alors on pourrait me dire, bon, t'es là depuis un moment, Jean-Pierre, mais euh, je me dis, j'ai un certain engagement, donc tu remarqueras qu'on parle beaucoup de saison. Tu vois, on travaille par saison et on se dit, bah voilà, est-ce qu'on fait une saison de plus? Est-ce qu'on continue? Donc on se pose plein de questions. Donc je sais pas te dire dans 5 ans. Maintenant, tant qu'il y a des gens, notre plus gros problème en fait, c'est le temps en fait. Hein. C'est le temps qu'on y met. Parce que c'est chronophage. Enfin, je sais que les gens se rendent compte, mais c'est toujours bien quand même de le redire, c'est que ça nous prend un temps, un temps qu'on a de moins en moins. En plus, quand on monte quand on monte en expérience ou en responsabilité. Donc, ce qui nous manque, c'est du temps, mais l'envie, elle est là. Enfin, avec Tristan, je prends l'exemple du Club Fabrique. On regardait un peu notre backlog là, d'idées et de choses qu'on veut faire. Enfin, je sais pas, il y a 15 ou 20 meet-up qu'on aimerait faire. Maintenant, on n'arrive pas à en sortir plus d'un par mois. Donc voilà. Donc on va continuer dans tous les cas à essayer de proposer ce qu'on sait faire et ce qu'on aime bien faire. Et puis bah, un petit appel, comme pour le club Power BI, enfin on est preneur bah, finalement de s'il y a des gens qui veulent proposer, participer, faire des choses, tout est ouvert. Yes, c'est ce que je veux dire, c'est presque un appel à candidature aussi pour ceux qui nous écoutent. Un petit peu, Et, oui. euh, et c'est important. Et impliquez-vous. La communauté le rend bien plus très souvent. Donc, mais après, voilà, je pense que c'est pas aussi donné à tout le monde hein, d'aimer partager, de savoir vulgariser aussi, de présenter des choses. Mais je pense que si vous avez quelques appétences sur ces notions-là, il faut pas hésiter. En tout cas, il faut pas avoir le sentiment de l'imposteur. On est tous légitimes avec un peu d'expérience. Tant qu'on ne dit pas que des conneries, qu'on réfléchit un peu, ça, généralement, ça se passe bien. Yes. Super. Enfin, Ben écoutez, messieurs, on arrive à la fin. Pour parler aussi un peu de fabrique, moi j'aime toujours avoir cette vision ben, et votre avis sur ben, qu'est-ce que vous pensez de fabrique et votre vision sur le sujet. Moi j'aime bien faire aussi très souvent ce que j'appelle le test du singe, donc de vulgariser fabrique, de savoir comment vous le présentez aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, c'est une question très ouverte. Vous pouvez parler de ce que vous voulez sur j'ai fabrique. l'impression de passer un entretien d'embauche là. Exactement, Vas-y, Tristan. vas-y, Enzo. Quel est ton package annuel, s'il te plaît, pour savoir si tu rentres dans la grille? Vendez-moi, vendez-moi ce stylo. Exactement. Mais voilà, peu importe le sujet, moi j'aimais bien avoir la vision de fabrique parce que je vous donne un exemple, mais j'étais avec un client il y a pas moins de 48 heures, il me disait oui, mais j'ai lu que Gartner, il préconise pas d'aller sur fabrique avant 3 ans parce que c'est pas encore mature, etc. C'est beaucoup ce sujet qui revient, notamment. Et on a plein d'arguments pour contrecarrer ça, justement. Mais voilà, moi j'aimerais bien votre vision de MVP et avec toute l'expérience que vous portez aussi sur ces sujets. Allez, je prends le J'ai risque. trouvé de quoi le faire en une phrase.
Bah, alors vas-y. J'allais dire la même chose, mais vas-y, et puis je complète. Et de toute façon, c'est la même, parce on l'a souvent dit. Mhm. C'est simple, il suffit de regarder comment était Power BI en 2015 quand il est sorti. Il y avait exactement les mêmes critiques. Je me souviens d'avant-vente contre les compétiteurs où ça savonnait la planche, ça marchera jamais, c'est tout pourri, ça fait pas ci, ça fait pas ça, puis ça a pas d'avenir, et puis Microsoft de toute façon ils abandonnent leurs produits, etc. Bref, bon bah voilà, c'était en 2015, on est en 2024. Mm. Est-ce que le Gartner dit toujours d'attendre? Mm. Je crois pas. Non, alors pour répondre à ta première question, Fabric, c'est une plateforme SaaS, une plateforme de données 100% SaaS sur le cloud Microsoft qui permet de faire un peu toutes les briques d'un projet data et qui réunit au sein d'une interface unifiée et simple les trois métiers principaux, data ingénieur, data analyst et data scientist. Voilà, ça te va comme descriptif, Enzo? J'ai passé le test? Ça me va parfaitement. T'es embauché. Ok, T'es ok. embauché. Et après, sur la vision, alors déjà, c'est un produit qui est jeune. La GA, la General Availability, a seulement 1 an. Et justement, si on compare par rapport à Power BI, je pense que les 1 an de GA Fabric sont plus solides que les 1 an de GA Power BI en 2016, du coup, 2015. Euh, c'est très prometteur. Il y a déjà, évidemment, Microsoft bénéficie de la locomotive Office 365 slash Power BI et de tout le parc de clients existants pour pouvoir capitaliser le passage des licences P aux licences F va aussi contribuer. Mais moi, dans ma boîte, je commence à avoir des segments de marché, des tailles de boîtes, des secteurs aussi. On a beaucoup parlé au Club Power BI, au Club Fabric, du désamour de la Startup Nation et des boîtes de la tech pour Microsoft. Et ben en fait, avec Fabric, c'est un peu en train de tout renverser, hein. Je vais pas forcément citer de nom de boîtes, mais en ce moment, il y a des boîtes qui étaient pas du tout dans l'écosystème Microsoft, qui ont pas mal de volume de données et qui en fait s'intéressent à Fabric et ils Mhm. sont en train de le tester parce qu'elles se disent ah bah c'est cool, on a un produit full web et puis en plus c'est ouvert avec Snowflake, on peut faire du Python et donc voilà donc beaucoup d'avenir, très prometteur. Moi je suis extrêmement bullish sur Fabric et je prends le pari suivant. Fabric aura un impact sur le marché de la data au moins aussi fort que celui que Power BI a eu sur le marché de la BI. Voilà. Eh ben écoute, j'espère que dans 5 ans, on refera le même podcast et qu'on pourra en tirer des conclusions et que beaucoup ne sauront pas quoi dire ou n'auront plus d'arguments pour cracher ouvertement ou savonner la planche, comme le disait Jean-Pierre, sur Fabric. Et je suis carrément en phase. Et puis ça profite aussi de la locomotive O365, mais ça profite aussi de la locomotive Azure, Synapse, etc., sur lequel malgré tout Fabric s'appuie beaucoup. Et moi, c'est ce que j'aime dire aussi, c'est que oui, il y a des choses qui sont nouvelles dans Fabric, mais il y a beaucoup de choses qui ont été réutilisées, rebrandées, Mm. qui existent depuis toujours et qui ont toujours très très bien marché. Je vois pas pourquoi dans Fabric ça marcherait pas. Voilà. Tout Donc à fait. c'est D'ailleurs, comme Power BI, hein, Power BI a récupéré le moteur Power Pivot d'Excel, Power Query. Enfin, Microsoft exactement. est plutôt bon pour récupérer des briques existantes, de les rebrander, de les améliorer. Et ce qui fait que du coup, le time to market est plus rapide parce qu'ils partent pas de zéro en fait, hein. C'est Puisque le exactement ça. serveur, SQL puisque le Server. serveur, le produit, il a 30 ans, quoi. C'est ça. Et il marche toujours aussi bien. Donc bon, c'est non non, je suis clairement moi aussi hyper enthousiaste à cette idée. Puis je trouve que sur le positionnement prix-marché, je pense qu'on fait pas Oui. mieux aujourd'hui sur le marché data. Quand on voit qu'une petite PME peut démarrer avec 200 balles par mois, une plateforme data complète, alors sans Power BI évidemment, et malgré tout faire un mini ETL de 3 bases stockées à droite à gauche, ben, c'est Clairement. quand même beau. On rend accessible de démocratiser encore plus l'outil et la data. Ben, c'est encore plus vrai avec Fabric. Hein. Quand je vois, alors on va parler de Talend, mais quand on voit le prix de Talend maintenant arraché par clic pour juste un ETL qui peut vite monter à 50 000 euros par an, on se dit avec 50 000 euros par an, ben, on a une F64 sur Fabric avec du Power BI illimité, une plateforme complète. Donc bon, je pense que ça va aussi rabattre un peu les cartes sur la partie pricing. Alors oui, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais en termes de pricing, on a quand même un positionnement Fabric qui est très très avantageux sur le reste Clairement. des outils. Et puis Enzo, il y a le. On a encore le temps un peu de parler ou Bien c'est sûr, fini ah là? On oui, non, arrête. non, Ok, on a encore un ok. peu le temps. Je pense que là-dessus, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les features. Évidemment, les gens qui font du Databricks ou du Snowflake, ils vont trouver à chaque fois les petits trucs. Mais bon, je vous dis, rendez-vous dans 3 ans à ceux qui essaient de chercher les petites. Voilà. Euh,
il y a le prix et après il y a le modèle. Et le modèle de fabrique, c'est du capacitaire. Et rien que ça, indépendamment du pricing, c'est intelligent. Parce que je suis pas data ingénieur ou data architecte, mais mine de rien, je commence à être un peu dans des discussions comme ça maintenant avec les clients. Et ce que j'observe, c'est que toutes les boîtes qui étaient sur des architectures, et pas forcément des boîtes du CAC 40, hein, qui étaient sur des architectures Tableau Snowflake, Tableau BigQuery, donc où en fait c'est des outils qui tapent en direct sur les dataware, et ben en fait ça coûte un bras. Mm, Ça coûte un bras, t'es facturé à la consommation, t'es facturé à l'usage, donc du coup, au début, tu te dis, ah bah c'est génial, je paye que ce que je consomme. Oui, mais est-ce que tu maîtrises ce que tu consommes? Ben non. Donc en fait, tu payes super cher, et donc Microsoft vient un peu presque à contre-courant du marché en disant, bah finalement, même s'il y a un mode pay-as-you-go hein, avec Fabric, mais nous, on vous propose un système capacitaire où on va vous aider à optimiser les capacités plutôt qu'à payer à chaque fois super cher. Et je pense, enfin, moi, je suis très content de ce modèle économique. Même s'il est critiqué, moi, je l'aime bien. En fait, il est critiqué parce qu'il est très flexible et qu'il est parfois incompris aussi des gens. C'est Ouais. tellement subtil Ouais, ou abstrait que. ou parce que, enfin, je vais pas dire il fait peur, mais en fait, il répond à ce que d'autres n'ont pas eu l'idée, donc c'est facile. Moi, je parle de capacity as you go, parce que c'est pas parce que c'est capacitaire que on n'a pas la souplesse. On peut faire du vrai pay as you go quasiment, hein, pour le coup, mais surtout le capacity planning. Enfin, il est juste génial en fait. On fait des réflexions avec des choses. J'ai eu l'occasion de faire un Fabric Inodé pour des ISV, donc des éditeurs de logiciels, qui eux ont des contraintes vraiment de multi-tenancy, etc. Et en fait, on a réfléchi à des fois des usines à gaz, mais des choses où vraiment on joue. Et en fait, le moteur FinOps, moi c'est ce que je dis toujours, hein, c'est vraiment pour moi le vrai disrupteur qu'il y a de Microsoft. C'est pas, le Unified Experience l'est, mais il y a ce côté de Unified Business Model que je trouve super intéressant. Maintenant, forcément, bah, il y a toujours les détracteurs qui vont dire ah, si tu avais fait différemment, tu aurais pu gagner 10 euros ou 20 euros ou 100 euros. Bon, va expliquer ça au CFO, alors que tu lui dis, bah, en fait, on prend une F64 et puis on verra s'il y a des gens qui se plaignent. Bah, en fait, le CFO est plutôt content de ça. Complètement. Clairement. Mm. Non, Ouais, non, mais ça pourrait presque faire un épisode du podcast à part entière sur la partie Ouais. licensing. J'avais adoré votre épisode d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé dans la compréhension du bursting, smoothing, etc. Parce que c'est vrai que la réservation, bah, c'est toujours un mix des deux, un pay as you go et de résa au final. Et de faire comprendre ça aux clients, c'est primordial aussi. Parce que alors c'est peut-être compliqué parfois de vulgariser, de le rendre accessible. Par contre, une fois que le client il a compris et qu'il a compris l'enjeu, les intérêts, les avantages que ça avait, ben derrière, en fait, il est ouais. convaincu, il te reste plus qu'à le séduire et d'enclencher le projet. Voilà. Donc, Yes. Ouais. Et puis les clients qui étaient déjà sur du P, là on parle pas de la data platform, mais sur les Power BI Premium Pay, ils étaient mm, déjà dans cette logique. Ouais. J'ai une capacité, je dois optimiser, je dois monitorer. Hein, c'est ça aussi. Hein, mm, oui, mm. Mm. c'est pas parce que c'est dans le cloud que c'est illimité. Donc Eh non, quelque part, ça va encore plus contraindre les clients à comprendre ce qui se passe sur les CAPA, à faire le sizing, à faire le monitoring, à mettre des garde-fous, à mettre des règles. Bah voilà, welcome dans la vraie vie. C'est ça la data. Hein. Donc exactement. Puis bon, ça va aussi avec l'évolution de l'IT qui est de plus en plus et quasiment en cloud computing à 100%. Donc, c'est évidemment une suite logique. Et ça nous demande aussi, nous-mêmes, nous trois, de nous mettre à niveau sur des notions FinOps. Et pour moi, le clairement. Mm. métier de FinOps, c'est un métier à part entière presque maintenant, surtout dans du fabrique. Et moi, ce que je dis Mm. toujours à mes clients, c'est ayez un référent qui maîtrise ces notions-là et qui sait les surveiller. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a plein de nouveautés qui ont été annoncées à l'Ignite là, hein, sur la vérification de la consommation des workspaces, sur la capacité. Et c'est un vrai enjeu et ça peut être un vrai point de douleur si personne ne le maîtrise, typiquement. Et voilà, parce que c'est Clair. pas du fait de fabrique, c'est juste que les gens ne le maîtrisent pas. Voilà. Et ne l'anticipe pas. Ah oui, Souvent, ils surtout agissent ça, en réaction plutôt qu'en prévention sur ces sujets. Mais bon. complètement. Bon, super. On a un peu dépassé, mais c'était trop intéressant pour arrêter ici. Tristan, Jean-Pierre, merci beaucoup pour votre temps. En tout cas, c'est génial. Je pense qu'on se refera un épisode plus technique peut-être. Là, le but, c'était vraiment de parler des communautés et de votre vision. Donc, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. C'était Merci. très agréable comme discussion.
Bah, écoutez, c'est partagé. Alexandre, on pense à toi, on te fait un gros bisou. On espère que tu écouteras cet épisode rétabli. Pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez ou laisser un petit commentaire sur YouTube. Messieurs, est-ce que vous avez une petite actualité juste à partager avant de vous laisser un rendez-vous à ne pas manquer fin d'année sur le club Power BI ou Fabrique, peut-être? Moi, Ben, la première chose qui me vient en tête, c'est le Power Platform French Summit, voilà. là, dans 10 jours, chez Microsoft France. Bon, c'est plein en présentiel, mais vous pouvez encore vous inscrire en distanciel. Il y aura un meet-up Club Fabric, on parlera de Power BI, et puis Jean-Pierre et moi, on intervient en tant que speaker aussi c'est le plus bel événement Power Mhm. Platform communautaire en France, chez Oui, et puis il y a Microsoft. même d'autres speakers du club Power BI ou Oui, oui. anciens du club Power BI. Donc vraiment, c'est une belle conférence communautaire. Donc en effet, l'actualité. Voilà, d'ailleurs, un petit coucou à toute l'équipe d'orga de toute la communauté Bizaps qui organise cette conférence. Voilà, c'est ça l'actualité dans 10 Bon, jours. moi, cette année, malheureusement, j'y serai pas, mais j'y serai l'année prochaine sans faute. En tout cas, ben, je mettrai tous les liens dans la description pour que vous puissiez vous inscrire et accéder aux événements, que ce soit du club ou de chez Microsoft. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'à là. Et je vous dis à très bientôt.